Merci pour l'introduction, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, effectivement, je suis en postdoctorat depuis presque un an à l'ETH à Zurich. Et aujourd'hui, je vais parler plutôt de mes travaux de thèse que j'ai effectués en collaboration entre le CEA et Centrale Supélec sur des problèmes de propagation d'ondes sismiques. Et puis à la fin, on va faire un petit peu une ouverture vers ce que je fais un peu plus en ce moment. Le contexte de ma thèse, c'était vraiment le problème direct de la propagation sismique. Donc, on a déjà parlé de problème inverse tout à l'heure. C'est quelque chose qui peut être aussi appliqué avec des méthodes similaires à ce que je vais présenter. Mais moi, on s'est concentré vraiment sur un problème direct. Et pourquoi le problème direct nous intéresse? C'est parce que un des buts de ma thèse, c'était d'améliorer la quantification de l'aléa sismique. Donc, l'aléa, plutôt qu'une définition formelle, prenons un exemple un peu typique, c'est par exemple se demander quelle est l'accélération du sol maximal qui a une certaine probabilité, mettons 10%, d'être observée dans la région où vous voulez construire une infrastructure dans les 50 prochaines années. Et donc, répondre à ce type de questions, bien entendu, ça a des conséquences cruciales pour des organismes comme le CEA, qui sont soumis à tout un tas de questions sur la sûreté. Et vous voyez ici une carte des zones d'aléas sismiques avec les jaunes-orange les plus intenses. Et puis, nous, en France, en particulier dans le sud-est de la France, on est dans cette zone bleue qu'on appelle sismicité faible à modérée. Donc, il n'y a pas suffisamment de séismes pour avoir beaucoup de données pour bien quantifier l'aléa sismique, mais on peut quand même de temps en temps avoir des séismes importants qui justifient qu'on prête une attention accrue à ces questions. Euh, Lors de ma thèse, je me suis basée pour beaucoup sur des simulations numériques. Donc ici, vous voyez un exemple de simulation numérique d'un séisme. Donc on a pris ce cube, là vous imaginez une portion de la Terre avec différentes couches géologiques. Ici, c'est un cube de 20 km par 20 km et 10 km de profondeur qui est représenté. Et donc on a une onde sismique qui est générée, là, ici assez proche de la surface, puis qui va se propager jusqu'à la surface. Et donc là, on la voit bien qui se propage. Et puis vous avez à droite deux capteurs qui sont en train d'enregistrer numériquement le signal sismique qui arrive. Bien entendu, ces simulations, elles sont soumises à tout un tas d'incertitudes. On a des incertitudes épistémiques parce qu'on ne connaît pas parfaitement les propriétés géomécaniques de la Terre. Et on a aussi des incertitudes aléatoires. Quand est-ce que le séisme va se produire? Avec quelle rupture? Et nous, on néglige les incertitudes de modèle. On suppose que notre simulation numérique, elle est parfaite, juste parce que pour le moment, c'est le mieux qu'on peut avoir en termes de données. Et pour étudier quel est l'impact de toutes ces incertitudes sur le mouvement sismique qu'on a à la fin, on a besoin d'un modèle surrogate pour accélérer les simulations, parce que si, on ne peut pas se permettre de faire des centaines de milliers de simulations numériques pour étudier l'influence de chaque incertitude. Donc, notre modèle, notre jumeau numérique, il va prendre en entrée deux paramètres principaux. Tout d'abord, la source du séisme, donc en fait, quelle est la position dans le domaine, et puis trois scalaires qui vont définir l'orientation de la source sismique. Et ensuite, ce qui est nettement plus compliqué à modéliser, c'est le modèle 3D de vitesse. Donc en fait, pour euh, voilà. Donc, en fait, pour ce cube-là, on a une description des propriétés, donc en termes de vitesse de propagation des ondes, pour chacun des petits voxels dans ce cube. Notre modèle, il résout, enfin, on veut qu'il résolve l'équation 3D de la propagation des ondes élastiques et qui produisent la réponse, donc le mouvement du sol, et on va s'intéresser seulement au mouvement du sol à la surface. Parce que c'est essentiellement ce qui nous intéresse dans le cadre d'un séisme. Nous, les capteurs, si on a la chance d'en avoir, ils vont être positionnés à la surface. Et donc, ça nous permet de restreindre un peu la complexité du problème.
On se place dans un cadre d'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on va créer une base de données avec un solver numérique qui va contenir les entrées et pour chaque entrée, la sortie, donc le mouvement du sol à la surface. Comment on va construire ce jumeau numérique? On a proposé une méthode donc, qui s'appelle Multiple Input Fourier Neural Operator et je vais détailler la signification de chacun des mots. Et puis ensuite, on verra les résultats qu'on peut obtenir avec ce modèle et des applications que ça nous permet en réalité pour l'aléa sismique. Donc, j'ai mentionné qu'on a besoin d'une base de données. Donc, voici à quoi ressemble la base de données qu'on a créée. On a des cubes, cette fois, ils font 10 km de côté. Et dans chaque cube, on choisit aléatoirement la vitesse des ondes sismiques. Donc, c'est la caractérisation mécanique de plein de petites portions de terre qui sont toutes réalistes, mais qui n'ont jamais été observées spécifiquement. On se donne juste une distribution sur des modèles géologiques possibles. Et ensuite, on échantillonne partout dans notre cube la position de la source sismique et on échantillonne toutes les orientations possibles de failles qui peuvent se produire et générer des séismes. Donc ça constitue nos entrées. Ensuite, on utilise un solver numérique basé sur une méthode d'éléments spectraux. Et ce qu'on obtient, c'est donc l'enregistrement pour chaque pas de temps de la vitesse des ondes à la surface. C'est ce que vous voyez qui est en train de se construire sur la droite. L'axe vertical, c'est l'axe du temps. Et donc, en fait, pour chaque pas de temps, vous prenez une photo de la surface du mouvement des ondes et on empile ça selon l'axe vertical. Donc, en fait, ça nous permet d'avoir en entrée des modèles 3D avec l'axe vertical qui est la profondeur. Et en sortie, on a aussi des données 3D où là, l'axe vertical maintenant, c'est l'axe temporel. Et donc, on va essayer de construire un modèle d'IA qui va du 3D en entrée vers le 3D en sortie, alors que à l'intérieur, notre solver numérique, il a résolu un problème qui était 3D en espace, plus une dimension temporelle, mais nous, on supprime une des dimensions. Et pour donner un ordre de grandeur, la base de données elle contient 30 000 simulations. Le modèle d'IA sur lequel on s'est appuyé, c'est un modèle d'opérateur de neurones de Fourier. C'est un modèle qui a été proposé en 2021 et ça s'appelle opérateur de neurones, pas réseau de neurones, parce que c'est un modèle qui est conçu pour être plus proche des équations dérivées partielles et notamment qui résout une équation paramétrique. Donc, pour tout un jeu de paramètres de notre DP, il ne résout pas seulement une DP fixée. Donc, euh, si on écrit notre EDP de manière générique, comme c'est écrit ici avec un opérateur LA, LA, et ça va être ici notre équation d'onde. Et donc, A, c'est le paramètre, par exemple, la célérité. Et on veut un opérateur qui puisse résoudre pour n'importe quelle valeur de A. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle opérateur par réseau de neurones. Si certains ont déjà entendu parler des PINs, par exemple, Physics Informed Neural Networks, un PIN, on design un PIN pour une valeur de A. Et si jamais vous changez un tout petit peu cette valeur, eh ben vous recommencez tout l'entraînement. Alors qu'avec un opérateur de neurones, on entraîne pour toute une gamme de valeurs de A. Bien entendu, on a déjà dit on ne peut pas extrapoler n'importe où, mais du moins pour un intervalle de. Et donc, on sait que si on a une fonction g qui est la fonction de Green, solution de l'équation, on peut convoluer cette fonction de Green avec un terme f de source et avoir notre solution U générique. Et donc, bah, ce qu'il nous faut trouver, c'est cette fonction de Green et on va la modéliser par un réseau de neurones.
avec ses paramètres phi, donc c'est le petit kappa phi qu'on voit apparaître ici. Et ensuite, l'idée, c'est d'écrire une couche d'un réseau de neurones qui fait intervenir la convolution avec cet opérateur de Green. Donc la formule que vous avez en bas, c'est une formule assez standard quand on écrit la formule d'un réseau de neurones. Ce qu'on est en train d'écrire, c'est que la sortie de la couche, donc à l'étape L plus 1, c'est une fonction d'activation sigma qui est appliqué à un terme qui est le calcul principal, la convolution, plus un terme de biais. Donc ici, la convolution, c'est l'intégrale avec la fonction de Green, et ensuite un terme de biais avec ce W. Et donc, en fait, tout l'aspect intéressant des opérateurs de neurones, il se passe à l'intérieur de cette intégrale. Le temps dans U2X, le temps a disparu. On écrit U2X égale l'intégrale de chaîne. Oui, ici je prends un X générique en fait, et le temps, ça va être une dimension supplémentaire dans X. Et donc ça, c'était l'expression pour une couche de l'opérateur de neurones. Et donc, bah, on va répéter les différentes couches. Donc, c'est la succession que vous voyez ici. Chacun des blocs rouges, c'est une équation que j'ai écrite juste avant. Et le réseau, au tout début, juste avant de faire cette étape de convolution, on a une étape qu'on appelle d'uplift. Donc, c'est-à-dire qu'on va augmenter la dimension. Donc là, c'est le raisonnement contraire à un auto-encodeur qu'on a vu avant. En fait, on veut passer de l'espace physique à un espace dans lequel on a plus de degrés de liberté. Et dans cet espace de plus grande dimension, on va appliquer nos couches de Fourier. Et puis à la fin, ben, il faut qu'on revienne dans l'espace physique. Donc là, on a un réseau de projection qui va nous ramener dans un espace de plus petite dimension. Et ici, on a trois réseaux de projection parce qu'on est en train de résoudre l'équation des ondes élastiques. Et donc, le sol, quand il se déplace en trois directions, nord, sud, est, ouest, et puis verticale. Donc voilà, le message principal des opérateurs de neurones, c'est qu'en fait, on est en train d'étendre les réseaux de neurones pour travailler sur des espaces de fonction. Là, dans cette architecture que je représente en entrée, on a seulement enfin, les paramètres de l'EDP, donc ce paramètre générique que j'ai appelé A. Pour le moment, on n'a pas vraiment la source du séisme. Et donc, c'est ce qu'on a présenté, ce qu'on a introduit après. Et juste avant de parler de cette source, je vais juste expliquer un petit peu comment ça marche le calcul à l'intérieur de ces couches de Fourier. Parce que quand on a écrit l'équation, on a écrit avec une intégrale d'une fonction de Green. Et bon, numériquement, calculer une intégrale, c'est jamais quelque chose de très facile. Et là, dans le nom, il y a opérateur de neurones de Fourier. Et donc, pour le moment, on n'a pas vraiment parlé de où venait Fourier, mais si on écrit notre fonction de Green, notre noyau kappa phi, comme un noyau de convolution, en faisant l'hypothèse qui ne dépend pas de A, mais ça, c'est vraiment pas une hypothèse contraignante, eh bien, on peut réécrire la convolution dans l'espace de Fourier, ça devient seulement un produit. Et on applique le théorème de convolution. Et donc finalement, notre grand opérateur, il s'écrit comme la transformée de Fourier inverse du produit des deux transformées de Fourier. Et maintenant, ben, ce qui devient intéressant, c'est qu'au lieu d'écrire la transformée de Fourier de ce kappa phi, qui je rappelle est inconnu, c'est un réseau de neurones, donc on cherche à optimiser, ben, on va optimiser directement sa transformée de Fourier. Donc en fait, les poids du réseau de neurones qu'on est en train d'optimiser, c'est ces poids que maintenant on va appeler R phi, donc qui sont les poids complexes, qui sont chacun des coefficients de Fourier de notre noyau de convolution. Et donc finalement, l'intégrale qu'on avait, vous voyez qu'elle s'écrit assez simplement, juste avec des transformés de Fourier et puis des produits dans l'espace complexe.
Et l'efficacité de calcul, c'est toujours un point important quand on a besoin après de réellement entraîner et d'avoir des modèles qui fonctionnent. Donc juste pour mentionner ici, comme on est en 3 dimensions, avec nos données d'entrée et nos données de sortie, ça veut dire qu'on a des transformés de Fourier en 3D. Et ça implique un très grand nombre de paramètres. Et donc en fait, on utilise une technique qui a été proposée dans la littérature en 2023 pour paralléliser selon chacun des axes de la transformée de Fourier. Et donc au lieu d'avoir un nombre de paramètres de votre réseau qui est en gros le nombre de modes de Fourier au cube, ben, vous avez quelque chose qui est 3 fois le nombre de modes de Fourier. Et nous, on a observé qu'on obtient des meilleurs résultats en termes de précision quand on fait ça, parce qu'il y a moins de paramètres, mais en fait, on n'a que des paramètres utiles. Donc, c'est pas seulement une question au total de combien de degrés de liberté on a, c'est aussi quelle est l'optimisation qu'on peut arriver à en faire. Donc voilà, revenons à comment est-ce qu'on fait pour mettre la source dans ce modèle. Donc là, c'est l'architecture qu'on avait jusqu'à présent, qui prend seulement les paramètres de l'EDP. Et on a ajouté la source avec une branche un peu spécifique, juste en se disant que ben, la source, c'est un vecteur qui a 6 coordonnées, en fait 3 pour la position et puis 3 pour l'orientation de la source. Et donc, on ne va pas essayer de mettre ça dans un espace avec un cube pour chaque coordonnée. Ce ne serait pas efficace et on a montré que ça marchait moins bien après pour généraliser. Donc, en fait, on augmente chacune des dimensions. Vous avez la première couche là, MLP, qui va augmenter la taille, et puis ensuite on va passer de 2D enfin, 2D à 3D, 3D à 4D, pour avoir quelque chose qui est la même taille. Donc voilà, juste pour l'architecture du modèle qu'on a proposé, où on a en même temps les paramètres de l'EDP et puis des paramètres de source. Donc maintenant, ben, on entraîne ce modèle avec la base de données de 30 000 simulations que j'ai présentées juste avant et quels sont les résultats qu'on obtient. Donc ici, on est en train d'observer une nouvelle géologie qui est dans la base de tests. Et vous voyez sur l'animation à gauche la simulation de référence et puis à droite la prédiction du réseau de neurones. Et donc en fait, on est en train de prendre une vue de la surface de l'onde qui se propage au cours du temps. Et donc, on voit qu'on a une propagation qui est vraiment très bien reproduite par notre modèle, avec des gammes de couleurs qui sont sensiblement les mêmes. Donc, on capture bien les amplitudes et surtout les temps d'arrivée sont bien reproduits. Et à droite, vous avez l'enregistrement de capteurs qui sont représentés par les triangles où on voit bien qu'il arrive à capturer les deux arrivées de phase, les premières avec une amplitude euh, assez petite, les ondes P, et puis ensuite les ondes S avec une amplitude nettement plus grande, et donc il arrive bien à faire la différence entre ces différents ordres de grandeur. Là où on voit les limitations du modèle, c'est sur les petites échelles spatiales où il a tendance à faire des prédictions qui sont un peu trop lisses et donc à sous-estimer notamment les dernières arrivées. On voit que là, il prédit presque zéro. Mais ça, en fait, c'est lié à ce qu'on appelle le biais spectral pour les réseaux de neurones ou les opérateurs de neurones. Et c'est les propriétés qui sont les plus difficiles à capturer. Si on augmente la taille de la base de données, si on augmente le nombre de paramètres du modèle, alors on arrive à mieux capturer ces phénomènes. Euh, on a utilisé différentes métriques pour quantifier la qualité de ces prédictions, pas seulement la MAE ou la MSE qui sont communément utilisées dans ces modèles de machine learning, c'est ce qu'on utilise pour l'optimisation, mais d'un point de vue physique, ça ne nous renseigne pas beaucoup. Aucune intuition de que veut dire une MAE de 0,14. Et surtout, là, ce que je vais illustrer, c'est que on compare deux modèles de deux complexités différentes. 8 couches de Fourier et 16 couches de Fourier. Donc, quand même, on augmente significativement la complexité. Si on regarde seulement la MAE ou la MSE, on a l'impression qu'on n'a quasiment pas de gain.
Puis on va sur des métriques un peu plus physiques, par exemple le biais en fréquence. Donc c'est-à-dire que sur chaque signal donc prédit par le réseau, on calcule la transformée de Fourier, puis on affiche l'amplitude de chacun des coefficients de Fourier, et on calcule la moyenne de ces amplitudes dans trois bandes de fréquences. Donc nous, ce qu'on considère une basse fréquence, c'est en dessous de 1 Hz. Entre 1 et 2, on va dire que c'est des fréquences moyennes, et puis de 2 à 5 Hz, qui est la fréquence maximale résolue dans nos simulations, considère que c'est des hautes fréquences. Et ce qu'on voit, c'est que le biais en fréquence, il est tout le temps négatif pour tous les modèles. Donc en fait, notre modèle, il a tendance à sous-estimer les fréquences. C'est ce que je disais avant, quand il y a des erreurs, il ne va pas créer des pics là où il n'y en a pas, juste il fait des prédictions plus lisses. Et par contre, on voit que là, en valeur absolue, le biais, il est bien réduit quand on prend le modèle le plus complexe avec 16 couches. Donc en fait, ces métriques physiques, elles ont du sens et de l'intérêt au-delà de la MAE. Et un autre type de métrique qu'on a regardé qui est un peu plus spécifique pour la sismologie, c'est des critères de goodness of fit sur l'enveloppe et la phase. Donc en fait, l'enveloppe, c'est essentiellement à quel point on est bon pour capturer les amplitudes du signal, et la phase, c'est pour les temps d'arrivée. Donc c'est des critères assez communs en sismologie où on est dans des gammes de bons pour l'enveloppe et excellent pour la phase. Donc maintenant, on va se poser quelques questions de généralisation. Donc il ne s'agit pas de vouloir faire extrapoler le modèle à n'importe quelle situation où on n'a pas vraiment d'espoir, mais plutôt de se dire, ben, maintenant, si on veut appliquer le modèle dans une situation un peu plus réaliste, on ne va pas être exactement dans un des cas de la base de données. Et donc, est-ce qu'on peut quand même faire accorder une certaine confiance aux prédictions de notre modèle ou pas? Donc la première généralisation, c'est avec de généraliser sur la géologie. Là, on prend une géologie réaliste. C'est un modèle qui est assez connu, c'est un modèle qui s'appelle le modèle de Marmouzy, et où il y a plusieurs couches sédimentaires assez fines avec des pliures et des fractures. J'espère que vous pouvez le voir sur la slide. Et on compare à nouveau l'animation du champ d'onde prédit à droite avec la référence. Et on voit à nouveau que les temps d'arrivée sont assez bien prédits. On va voir la première onde qui va arriver sur l'animation. Donc là, c'est les ondes P avec une amplitude assez faible. Et après, on a les ondes S qui arrivent au bon moment et avec une amplitude qui est assez correcte. Donc, on a à peu près les mêmes observations qu'on manque les petites échelles. Là, ça devient encore plus évident parce que cette géologie vraiment très perturbée, elle va créer encore plus d'hétérogénéité, donc encore plus de dispersion, de diffraction dans les ondes sismiques. Mais notre modèle arrive quand même bien à capturer la propagation. Donc, au-delà de généraliser sur la géologie, on peut aussi généraliser sur la source. Donc, dans la base de données, les sources, elles étaient localisées à l'intérieur du domaine, pas trop près des bords pour éviter d'avoir des problèmes de numérique, juste de réflexion sur les couches absorbantes. Et là, maintenant, on place la source nettement plus près des bords, voire même à l'extérieur du domaine physique. Et on peut voir, donc là, la source, elle est représentée par la petite étoile. Donc, elle est à l'extérieur du domaine, là où le modèle a vu, surtout dans l'entraînement, qui est le carré en pointillé. Et on voit qu'il arrive quand même bien à prédire la propagation des ondes, donc il peut généraliser aussi sur la source. Et une autre propriété qui est assez séduisante dans les opérateurs de neurones, c'est qu'ils sont indépendants de la résolution spatiale qu'on traite. Donc là, pour la base de données, on a on a une discrétisation en cube de 32 sur chaque dimension. Si maintenant on donne un cube discrétisé en 64 selon chaque axe, il peut faire une prédiction sans aucun apprentissage supplémentaire, juste parce que c'est la transformée de Fourier qui se fait selon le nombre de modes de Fourier qu'on veut apprendre. Donc les paramètres de notre réseau de neurones, ils dépendent de combien de modes de Fourier on veut, pas du nombre de pixels.
si on prend un réseau de convolution type CNN, le nombre de paramètres, il va être fixé par la taille de nos images. Donc là, on ne peut pas changer juste brutalement la taille. Faut mettre un downsampling, un upsampling quelque part. Le réseau conventionnel, ça va rester le plus grand. Si on le fait avec classification, oui, c'est vrai. Mais si on a... Oui, si on prend juste une équation, oui, mais si on le prend dans tout un bloc, enfin, dans tout un réseau, si on prend un ResNet complet, et bon, en tout cas, on voit qu'on arrive bien à généraliser pour une résolution plus importante. On a un champ qui est mieux résolu, comme ça, avec certains petits artefacts à un endroit, mais du moins, c'est assez robuste. Et donc, l'application qu'on a fait, c'est pour l'aléa sismique. Et là, on s'est intéressé à un cas particulier qui est le cas du séisme du Teil, qui a eu lieu en Ardèche en 2019. Sur le cas, vous voyez la vallée du Rhône avec Montélimar, qui est juste par là. Et donc, ce séisme, où là, on va appliquer une méthode de transfert d'apprentissage, c'est-à-dire que dans cette région spécifique, on a des connaissances supplémentaires sur la géologie de la région et sur la faille qui a généré le séisme du Teil. Donc, au lieu d'avoir juste notre dataset d'entraînement vraiment très générique. Maintenant, on va faire un modèle qui est spécifique pour la région. Donc, les géologies, elles suivent la géologie connue de la région et ce qui est représenté sur la distribution bleue à gauche. Et on ajoute des champs aléatoires pour dire qu'on ne connaît pas tout sur cette géologie, c'est juste un prior qu'on se donne. Et pareil pour la faille qui a généré le séisme, on a une idée de où les sources se sont concentrées. Donc, à partir de ces données, on génère une nouvelle base de transfert. Et ce qu'on voit ici sur le graphe, c'est donc on part de notre modèle qui a été entraîné sur la base générique. Donc, on est là au tout début avec zéro nouveaux échantillons. Et ensuite, on continue l'apprentissage de ce modèle générique en utilisant un certain nombre de cas spécifiques à la région du tail. Et donc, c'est une métrique de goodness of fit. Plus on se rapproche de 10, et meilleure est la métrique. Et donc, on voit que quand on augmente le nombre d'échantillons spécifiques, on améliore la qualité de l'entraînement et puis on arrive assez vite à une saturation à peu près autour de 500 1000 échantillons. On a à peu près appris tout ce qu'on pouvait apprendre avec cette nouvelle base de données. Et ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est l'écart entre les courbes vertes et bleues. La bleue, donc celle qui est la meilleure, elle a des meilleurs résultats dès le début et même à la fin, elle a des meilleurs résultats et c'est celle où le modèle générique, il a été entraîné sur une base de données plus grande. Donc en fait, en faisant un premier entraînement sur une plus grande base de données, on apprend des choses qu'après on ne va pas pouvoir récupérer, même en faisant un transfert sur une base spécifique. Les poids, ils ont été figés, les poids du départ de réseau, ou ils ont entraîné tous les poids? Non, on réentraîne tous les poids. Et donc maintenant qu'on a ce modèle spécifique pour la région du tail, on s'en sert pour un problème de quantification d'incertitude. Donc on est vraiment en train de traiter le problème direct de la propagation des ondes. On a différents cubes qui représentent différentes incertitudes pour la région du tail avec différentes incertitudes de source. On fait des prédictions avec notre modèle, on a fait à peu près 400 000 prédictions parce que maintenant c'est vraiment très rapide. Et donc on obtient des spectres, on s'intéresse à une quantité d'intérêt qu'on appelle l'accélération pseudospectrale ou PSA. Et donc, voilà, c'est juste une quantité d'intérêt qui a du sens en sismologie de l'ingénieur. Et si on regarde juste toutes ces prédictions,
on a une incertitude qui est vraiment trop importante. Là, on couvre presque 3 ordres de grandeur sur la distribution, donc on n'apporte pas vraiment d'informations. Mais par contre, euh, et cette distribution, elle est trop large, notamment parce qu'en fait, on a échantillonné de manière vraiment très brutale les entrées. Mais par contre, on a une autre source d'information, c'est que on sait la PSA qui a vraiment été observée lors du séisme du Teil. Et donc, en fait, maintenant, on peut contraindre avec les observations. Alors, bon, il y aurait différentes manières de faire cette contrainte, mais pour le moment, une méthode qui marche dans notre cas, c'est juste une méthode assez brutale où on sélectionne les PSA qui sont, donc les spectres, qui sont les plus proches du spectre observé. Et donc, ça nous permet comme ça de restreindre en fait notre gamme d'échantillons. Et quand après on recalcule les distributions de probabilité donc a posteriori sur la PSA, on obtient donc ça, la colonne de droite, c'est les résultats qu'on obtient avec notre modèle. Donc ce que vous voyez en haut, c'est le spectre de PSA pour la station de Cruas. Et avec les gammes de couleurs qui donnent les différentes zones d'incertitude de notre distribution. Et puis en bas, c'est la carte avec les différents niveaux de PSA attendus. Donc en fait, elle se rapproche de la première carte que j'ai montrée, où on quantifie en fait le niveau d'ALIA pour chaque région et pour comparer avec la méthode de référence, où là, on a juste une dépendance à la distance à l'épicentre, quelque chose de moins détaillé que nous, ce qu'on a obtenu. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut dimensionner des centrales nucléaires avec cette méthode, hein. On est encore dans une étape de recherche, mais du moins c'est un peu la finalité, le type de validation et de perspective qu'on a en tête quand on développe ça. Donc voilà, juste pour conclure, je voudrais mentionner quelques perspectives qui sont aussi un petit peu plus proches de mes recherches actuelles. Un- Donc là, ce que j'ai présenté, c'est pour la propagation des ondes sismiques. Sur la fin de ma thèse, je suis collaboré avec une doctorante océan qui faisait la propagation des infrasons dans l'atmosphère et avec un petit peu cette même idée de paramétrer un domaine spatial, donc qui là maintenant va être un profil vertical de l'atmosphère. C'est ce que vous voyez à droite, ça c'est juste un modèle numérique. La célérité dans l'atmosphère ne dépend pas de l'espace, c'est pour ça qu'on a ce gradient vertical. Et puis ce qu'on veut prédire à droite, c'est la propagation des infrasons arrivent en différents capteurs. Et là, ce qu'on a déjà représenté, c'est en gris le modèle numérique de référence et en rouge la prédiction du FNO par-dessus. On les voit quasiment pas parce qu'ils sont superposés. Là, c'est seulement dans le zoom à la fin où vous pouvez voir qu'il y a bien le gris en dessous parce que là, il est un peu, le FNO est un peu décalé. Mais donc voilà, pour d'autres types de modèles, on appliquait un peu les mêmes idées de supprimer une des dimensions spatiales pour avoir une dimension temporelle en plus. Et pour le moment, j'ai parlé d'opérateurs de neurones. J'ai mentionné la distinction avec les réseaux de neurones où les opérateurs de neurones, on apprend sur tout enfin, un échantillon de paramètres, mais pour une EDP fixée. Et maintenant, on va dire un petit peu la nouvelle vague après les surrogate models. Peut-être il y a eu surrogate models, digital twins. Maintenant, la vague, c'est plutôt foundation models. Faudrait qu'on s'accorde un petit peu sur la définition d'un modèle de fondation, mais c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer aussi pour ces problèmes de propagation sismique. L'exemple que j'ai donné ici, c'est un modèle de fondation qui s'appelle Poséidon, qui a été développé dans le groupe de Siddhartha Mishra à l'ETH où je travaille. Et donc, l'idée d'un modèle de fondation, c'est qu'on va apprendre sur toute une gamme d'EDP. Donc là, l'apprentissage, il est fait sur plusieurs ETP de mécanique des fluides, compressibles et incompressibles.
Et ensuite, on fait un fine-tuning sur différents autres types de problèmes. Et donc là, notamment, il y a un fine-tuning sur une équation d'onde. Là, c'est une équation d'onde acoustique. Nous, on est en train de le faire en élastique. Et donc, ce qu'on voit ici, selon l'axe des X, c'est le nombre de nouveaux échantillons d'équations d'onde dont on a besoin pour le fine-tuning, en bleu pour le modèle de fondation et en rouge pour le FNO. Et donc, en fait, c'est un peu la même observation que ce qu'on a vu avant, le fait d'avoir un modèle de fondation qui a plus de connaissances initiales, ça nous permet d'avoir une erreur plus faible et une erreur qui n'est pas facilement rattrapée en ayant un modèle spécifique, mais avec plus d'échantillons. Et voilà, juste pour la slide de conclusion, avec un modèle surrogate, ce qu'on obtient, c'est des des prédictions qui sont précises et qui sont efficaces. Là, les gains, ils incluent le temps pour simuler la base de données d'entraînement et pour faire l'entraînement. Ça nous permet, nous, dans le cas qui nous intéressait, de faire la quantification d'incertitude pour le problème direct. Et avec le transfert d'apprentissage et après en allant vers les modèles de fondation, on peut faire des applications à des problèmes plus spécifiques en mutualisant d'une certaine manière les premiers coups d'entraînement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis ravie de répondre aux questions.